Docteur Marc Ferrini, bonjour. Bonjour. Le congrès a commencé très fort pour tous ceux de nos confrères qui sont passionnés par la médecine du sport et par la cardiologie en général, parce que des problèmes très quotidiens ont été abordés sous l'angle du certificat de non-contre-indication au sport. Donc vous avez participé à cette session comme intervenant. Est-ce que déjà, globalement sur la session, vous pouvez nous dire quelques mots ? La session comportait différents cas de figure. Comment peut-on délivrer un certificat de sport, d'autoriser le sport ou d'activité physique soutenue chez le patient cardiaque, à savoir la cardiopathie ischémique, la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle. Et je crois que c'est l'hypertension artérielle qui vous intéresse le plus parce que vous avez fait cette présentation, puis pour d'autres raisons. Qu'est-ce qu'on peut dire alors quels sont les messages que vous avez voulu faire passer ? Alors, les messages que je vais passer, c'est en tant que cardiologue. Je ne suis pas un cardiologue spécialiste du sport, n'est-ce pas ? L'activité physique et toutes les recommandations sont d'accord là-dessus, quelque chose qu'il faut proposer chez l'hypertendu, parce que après la pratique d'une séance de sport de 30 à 45 minutes, il y a un phénomène d'hypotension qui peut faire gagner jusqu'à 6-7 mm de mercure pour la systolique chez l'hypertendu. Et ce phénomène d'hypotension post-effort va durer 12 à 24 heures. Donc une activité journalière de 30 à 45 minutes est conseillée à tout patient hypertendu, sauf cas particulier. Ça, c'est le premier point. Alors, est-ce qu'on peut autoriser ces patients hypertendus à effectuer un sport à haut niveau d'activité physique ? Alors ça, le problème est un petit peu différent. Pour prendre la décision, il faut d'une part évaluer le niveau tensionnel, savoir si la tension est contrôlée ou pas, et évaluer le type de sport effectué. Mais surtout, il y a 3 éléments importants. Le patient est-il symptomatique, c'est-à-dire présente-t-il une autre cardiopathie ? Quel est le niveau de risque cardiovasculaire du patient ? Et enfin, existe-t-il des signes de retentissement viscéral ? Alors, ça, c'est le premier point. Donc, c'est l'évaluation de chez tout hypertendu. Je ne vous ai pas interrompu, mais vous avez parlé d'une baisse de pression artérielle post-effort. Est-ce que cette baisse de pression artérielle, ça vaut la peine de la rechercher ou si, est-ce que ça peut être un test ? Est-ce qu'il y a des gens chez qui elle n'intervient pas qui sont à plus haut risque ? Non, normalement, chez le patient qui a un bon myocarde, c'est un phénomène qui est acquis. C'est les données des méta-analyses, d'études qui sont actuellement assez puissantes pour permettre de le retenir. Alors 6 mm, c'est une moyenne, mais en gros, c'est 5 à 10 mm post-effort. Et c'est ça qui fournit les bases de la prescription de l'activité physique chez tout hypertendu. Je parle chez l'hypertendu. Chez le patient sain, cette hypotension post-effort se note, mais moins marquée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus faire des épreuves d'effort chez les hypertendus que chez les patients sains ? Alors ça fait partie du bilan. Et effectivement, non pas chez l'hypertendu, mais chez l'hypertendu chez qui on veut autoriser le sport, la pratique d'une épreuve d'effort est très fréquente. En gros, à la rigueur, on peut ne pas faire d'épreuve d'effort chez le patient à très bas risque, parfaitement asymptomatique, avec une tension parfaitement contrôlée. Mais dans la plupart du temps, il faut faire une épreuve d'effort. Mais attention, l'épreuve d'effort chez l'hypertendu, dans le cas de l'hypertension, n'a qu'une valeur pronostique et clinique qui est très limitée. Mais dans le cas précis, elle permet quand même d'avoir une idée des capacités physiques du patient et peut-être aussi de façon importante de lui faire prendre conscience du fait qu'il est hypertendu, de voir un peu comment évoluent ses chiffres tensionnels au cours de l'effort, parce que sinon ce patient va pas forcément comprendre qu'on le limite dans l'effort alors que lui se sent en parfaite forme. Et est-ce que donc les critères que vous avez donnés, ça veut dire qu'il y a des profils de patients ou globalement on fait à peu près pareil pour tout le monde ? Au niveau de l'épreuve d'effort, oui. L'épreuve d'effort se fait comme chez tout le monde. Ou l'indication déjà. L'indication très large. Pour beaucoup de cardiologues de sport, en particulier les cardiologues italiens qui sont intervenus, pour eux il n'y a pas de problème, tout le monde a son épreuve d'effort. Chez tout patient hypertendu qui veut faire du sport, à qui on délivre une licence, a son épreuve d'effort. Pas d'écho. L'échographie est plus... Alors là, pour l'écho, il y a quand même quelques données, quelques recommandations de la Société européenne en particulier, qui effectivement demandent une échographie lorsqu'on doit faire un certificat pour le sport. Mais le problème, c'est que souvent, c'est des patients qui ne font pas forcément du sport de façon officielle, mais qui n'empêchent, ont tous les dimanches une activité physique, par exemple de vélo, très très importante. Donc ceux-là,
on admet qu'il faut faire une échographie pour dépister un retentissement viscéral et qu'il faut bien sûr faire une épreuve d'effort. Et l'électro? L'électrocardiogramme fait partie normalement du bilan chez tout hypertendu. Donc ça, j'en parle exprès pas. de décliner. Voilà. Ça, voilà. Et donc là, c'était le sujet qui vous a préoccupé le plus. Sur les autres sujets, est-ce qu'on peut dire 2 mots sans peut-être trop s'étendre parce qu'on ira interviewer des gens particulièrement intéressés. Oui, alors les cardiopathies ischémiques représentent un problème beaucoup plus épineux, c'est évident. Là, il faut se baser sur l'épreuve d'effort, il faut se baser sur le seuil ischémique et en fonction de ça, conseiller le patient. Mais là, ça devient un petit peu un conseil cas par cas. Très souvent, on va éviter chez ces patients des efforts soutenus et pour ça, on se bat. Vous savez qu'on peut classer maintenant chaque type d'effort selon une classification qui tient compte de sa composante dynamique et de sa composante isométrique. Il est évident que chez ces patients hypertendus ou chez les patients ischémiques, on va éviter au maximum les sports à niveau élevé et les sports surtout isométriques, qui sont ceux qui augmentent de façon la plus importante la consommation d'oxygène. Et puis on va se baser surtout sur les données de l'épreuve d'effort pour maintenir en permanence le patient au-dessous du seuil ischémique. Mais en sachant qu'il y a toujours l'inconnu de la plaque instable qui peut-être se compliquer à la faveur de l'effort ou de l'hypotension post-effort. C'est peut-être une occasion de réviser le traitement, de vérifier que le traitement soit adéquat et bien suivi. Là, on sort des indications du sport chez le coronaire. Et fibrillation auriculaire? Fibrillation auriculaire, il n'y a pas grand-chose de bien spécifique. On traite le patient comme tous les autres et en fait ça dépend un petit peu, ça dépend un petit peu de la fonction systolique sous-jacente, de la cardiopathie sous-jacente éventuelle. Et là aussi on va se baser beaucoup sur l'épreuve d'effort pour décider de quel niveau, quelle possibilité d'épreuve d'effort on va proposer, en sachant que lorsqu'on est dans le sport véritable, c'est-à-dire lorsqu'on vous demande de signer une licence, il faut tenir compte aussi dans le choix des thérapeutiques de ce qu'on va proposer comme classe thérapeutique. Puisque, comme vous le savez, les bêta-bloquants, les diurétiques, sont soit contre-indiqués parce que considérés comme des dopants, soit comme les bêta-bloquants vont limiter la performance physique. Donc d'une façon générale, sur le plan thérapeutique, on suit les guidelines de tout hypertendu, mais de façon préférentielle, on va faire appel en première intention aux inhibiteurs calciques et aux inhibiteurs du système rénine-angiotensine. Il nous reste l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance cardiaque, l'activité physique fait partie du traitement parce qu'elle va améliorer ne serait-ce que la qualité de vie. Là aussi, on va se baser sur l'épreuve d'effort pour rééduquer ces patients, mais là, c'est un effet plutôt thérapeutique, ça s'intègre dans la prise en charge thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Et donc là, la question, c'est quel protocole proposer chez ces patients. Ça devient plus spécialisé et ça, c'est plus le rôle des médecins de rééducation qui proposent aux patients, en fonction toujours de la cardiopathie sous-jacente, de la fonction ventriculaire gauche, de l'éventuelle ischémie associée, une proposition des modalités de l'effort progressivement croissante. C'est un programme de réadaptation à l'effort. Globalement, sur toutes ces pathologies, finalement, les cardiologues connaissent leur métier, mais ils ont besoin peut-être de petits trucs, de petites ficelles, des points sur lesquels on dit faire attention. Oui, alors il existe des ABAC, par exemple pour ce qui concerne l'autorisation de l'activité physique et du sport chez l'hypertendu, il y a des ABAC qui permettent de prendre une décision et de savoir quel sport est contre-indiqué ou quel sport est autorisé en fonction justement des paramètres dont je vous ai parlé, c'est-à-dire niveau tensionnel, présence de symptômes, de retentissement viscéral ou de très haut risque cardiovasculaire. En fonction de ça, on va limiter le patient à certaines catégories de sport et lui interdire d'autres catégories, en particulier tous les sports qui sont considérés comme essentiellement isométriques. Si vous n'avez rien à rajouter, on considérera que ce retour vers l'hypertension était le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est moi, merci.